Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Julien Masson. Il est porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine. Il est en direct avec nous au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à tous. On va parler de politique, évidemment, puisque c'est ce rendez-vous que nous avons depuis presque 10 ans aujourd'hui dans la matinale. Nous allons parler politique avec une situation assez extraordinaire, puisque nous n'avons pas, en tout cas si je consulte les dépêches au moment où l'on se parle, nous n'avons pas encore de Premier ministre. 2 mois que les élections législatives ont eu lieu. Emmanuel Macron a poursuivi ses consultations à la recherche du Premier ministre qui pourrait correspondre à un profil qu'il s'est défini, mais pour l'instant, visiblement, il a fait chou blanc, donc pas de Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Toujours pas. Écoutez, c'est un jour sans fin. Voilà, c'est le jour de la marmotte pour ceux qui connaissent le film. Écoutez, non, c'est une situation assez exceptionnelle, assez dramatique quand même. Plus de 50 jours sans gouvernement, c'est du jamais vu en France. Maintenant, si on fait un petit... si on regarde un peu dans le rétroviseur de ces dernières semaines, on a vu une victoire éclatante du Rassemblement national aux européennes, plus de 30%, plus du double de la liste de Valérie Hayé, des macronistes. Une victoire également au premier tour des législatives. Et puis après, ce tripatouillage avec je pense qui écœure aussi les Français, les électeurs, c'est ces accords, ce parti unique qui est né subitement, qui va presque de Poutou, de l'extrême gauche, jusqu'à Édouard Philippe, avec des candidats qui se sont désistés les uns pour les autres. On a fait l'analyse, on a vu qu'à peu près 50% des députés ensemble, des députés macronistes et 50% des députés LR ont été élus grâce au désistement de la gauche. Un quart des députés de la gauche ont été élus grâce au désistement des macronistes. Donc on est quand même dans une situation assez ahurissante. Je pense que les Français se rendent bien compte que c'est quand même une situation dingue et je pense que cela crée finalement les victoires du RN de demain. Alors la gauche, en tout cas l'union de la gauche, revendique la victoire aujourd'hui en ayant proposé une première ministre de gauche. Comment ça se passe dans les rangs du Rassemblement national ? Comment vous vivez, j'allais dire, cette séquence de la gauche qui revendique la victoire ? Écoutez, oui, elle revendique la victoire. Seulement, si on regarde sur le plan comptable, le RN a plus de 4 millions de voix de plus que la gauche. Après... Madame Castet, elle a eu aussi, ils ont mis aussi beaucoup de temps à la trouver, Madame Castet. Bon. Il y a plusieurs noms qui ont circulé avant. Oui, toujours. Il y a plusieurs noms qui circulent aussi au bureau à Matignon, à l'Élysée. Enfin, c'est sans fin, comme je vous dis. Madame Castet, elle revendique notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Elle nous parle aussi de destitution. Alors, pour cela, il faudrait savoir aussi que Monsieur Macron a aussi été institué avant cela. Et qui a institué Monsieur Macron, justement ? C'est évidemment la gauche. La gauche qui a voté Macron en 2017, qui a revoté Macron en 2022, qui a réélu ses députés. Enfin, maintenant, il nous parle d'abrogation de la réforme des retraites. Quand il fait en juillet dernier, ils ont réélu Madame Borne, Madame 49.3, qui a porté cette réforme des retraites. Donc, c'est quand même ahurissant. Donc là, on voit maintenant, si vous voulez, Monsieur Macron qui nous sort un nom quasiment tous les jours. On a eu Monsieur Cazeneuve, on a eu Monsieur Bertrand, on a... Voilà, tout un tas de noms, quitte à choisir Michel peut-être... Barnier ce matin. Voilà, si vous voulez, quitte à choisir des dinosaures à droite ou des éléphants à gauche, on peut encore aller chercher Monsieur Fabius ou Monsieur Juppé. Enfin, tant qu'à faire, on en est là. Donc, non, ce que nous disons, nous, au Rassemblement national, c'est que la situation a trop duré, que les Français sont écœurés par ce feuilleton, cette tragicomédie qui n'en finit pas, et que l'important, c'est que il y a des signaux il y a des messages importants qui ont été lancés aux européennes et aux législatives. C'est plus de pouvoir d'achat, c'est un contrôle de l'immigration, c'est moins d'insécurité. Voilà, donc c'est ce que nous demandons, nous, à Emmanuel Macron, c'est de nommer un Premier ministre qui va avoir cela en tête, qui va avoir ce message porté par les Français, qui aussi respecte les électeurs RN, parce que pour le cas de M. Xavier Bertrand, on est quand même dans un candidat qui a méprisé le RN pendant de longues années, qui a un bilan aussi catastrophique, un passif catastrophique en matière de ministre de la Santé, puisqu'il a été ministre de la Santé sous Chirac, ministre de la Santé sous Sarkozy. C'est près de 70 000 lits fermés, d'hôpitaux fermés quand il était ministre. Bref, nous demandons de prendre ces 3 objectifs, immigration, insécurité, pouvoir d'achat, et aussi d'apporter aussi cette proportionnelle. La réforme de la proportionnelle,
elle est importante aujourd'hui, et c'est ce que nous demandons en tout cas à Emmanuel Macron. Alors, Marine Le Pen a été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron et effectivement, elle a demandé que la proportionnelle soit instituée en expliquant qu'elle censurait, en tout cas que le Rassemblement national censurait Xavier Bertrand, oui. Tout comme Bernard Cazeneuve, s'ils accédaient, en tout cas les gouvernements constitués, s'ils accédaient au poste de Premier ministre. Mais c'est quand même assez surprenant d'ailleurs, si on regarde un peu... On se rappelle d'Emmanuel Macron, le nouveau qui est arrivé en 2017 avec son mouvement qui voulait mettre la France en marche, qui voulait moderniser la politique et qui finalement, là, aujourd'hui, c'est ambiance fin de règne. Et ambiance fin de règne avec, il est obligé d'aller rechercher tous les, les vieux dinosaures, les vieux éléphants, tous ceux qu'il a voulu en retirer de la vie politique. Il est obligé maintenant de se raccrocher à eux pour continuer son mandat. Donc c'est quand même assez risible. Nous, ce que nous demandons, comme je vous ai dit, voilà, c'est un Premier ministre qui a ses objectifs d'immigration, insécurité, pouvoir d'achat en tête, qui va engager aussi la réforme de la proportionnelle. Maintenant, nous ne sommes pas contre un gouvernement technique qui pourrait, le temps, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas tenir, on pense que d'ici un an, on va retourner sur des élections législatives. C'est pour ça que d'ici un an, nous demandons à la proportionnelle pour que voilà, tous les Français soient représentés. Il peut y avoir aussi des députés du NPA, par exemple. Voilà. Des députés de M. Zemmour. Voilà, la proportionnelle, c'est ça. Et que ça sera une façon aussi de sortir de cette tambouille politicienne et de ce blocage institutionnel. Emmanuel Macron a mis des critères. Alors, un de ces critères, c'est le fait de ne pas détricoter cette fameuse réforme sur les retraites. Et on comprend aussi que beaucoup de noms qui ont été cités n'ont pas envie d'aller à Matignon. Est-ce à dire aujourd'hui que ça ne se bouscule pas au portillon, si vous me permettez ce terme un peu trivial? C'est certain. Je pense que quand on voit l'état de la France aujourd'hui, l'état financier, l'état sécuritaire, l'état des services publics. Enfin, on est quand même dans une situation ahurissante où les Français sont ponctionnés largement. Je rappelle quand même qu'on est quand même au sein de l'Union européenne le pays le plus taxé. Pour quel service public? On a parlé évidemment beaucoup de l'hôpital public. On a vu à l'aune de la crise du Covid des soignants. On pensait qu'on avait le meilleur système de santé au monde. On a vu des soignants obligés de se fournir avec des sacs poubelles. On marche complètement sur la tête. Je parlais aussi d'un autre service public dont on parle peut-être un peu moins, c'est la justice. La justice est à l'os aujourd'hui. Il n'y a pas un échelon où ça ne va pas sur le plan de la justice. On a besoin de magistrats, on a besoin de greffiers. J'ai regardé ça récemment. Il y a, je crois, 33 magistrats pour 100 000 habitants en Bulgarie. On est à 11 en France. 11 magistrats pour 100 000 habitants en France, 33 en Bulgarie. Voilà. La justice est à l'os. Les services publics, dans leur manière générale, sont à l'os. Alors qu'on est le pays le plus ponctionné, on a 3 000 milliards de dettes. Les Français, eux, attendent un changement, une alternance. Alors justement, la dette, le déficit, parlons-en, puisque Bruno Le Maire s'est exprimé autour de ce déficit en début de semaine, puisque les rapports ont été transmis aux parlementaires qui en avaient fait la demande. Bercy a transmis ces rapports et Bruno Le Maire a alerté sur le fait que le déficit de la France pourrait s'aggraver de 16 milliards d'euros. Le ministre démissionnaire de l'économie pointe, et c'est là où le bas blesse, les dépenses des collectivités territoriales et finalement les rentrées fiscales, les recettes fiscales qui ne sont pas à la hauteur des espérances. On a entendu évidemment très vite les élus de ces collectivités locales réagir, être très en colère des propos du ministre. Bien sûr, mais vous savez, voilà, on a le résultat de ces fameux Mozart de la finance qui ont conduit le mur du déficit, le mur de la dette, c'est le bilan de Monsieur Le Maire et de la Macronie. Donc maintenant, ils s'attaquent aux collectivités. Les collectivités, en fait, si vous voulez, elles ont récupéré énormément de compétences et n'ont pas forcément les financements adéquats. On sait que, par exemple, la région, les régions, elles font face à une explosion des coûts de l'énergie, des coûts des matériaux. C'est pour les mobilités, pour la compétence des lycées, c'est un gros problème. Les départements, par exemple, les ventes, les droits de mutation sur tout achat immobilier, il y a pas de vente. Il y a plus de vente. Là, il y a une crise immobilière. Forcément, il y a moins de recettes. En revanche, si on peut parler juste 2 minutes des départements, on a Monsieur Chenu, donc président du département d'Ille-et-Vilaine, qui vient nous dire que là, la situation est grave. Il faut que je trouve 8 millions d'euros par an. Voilà. Seulement, il y a un sujet qu'il n'abordera jamais, et là, pour le coup, c'est idéologique, c'est l'argent qu'il met dans l'accueil des mineurs étrangers isolés.
On sait, le département d'Ille-et-Vilaine, c'est 27 millions d'euros par an pour environ 700 à 800 mineurs étrangers isolés accueillis. On sait déjà depuis des rapports sénatoriaux, des rapports parlementaires, que c'est une voie d'immigration, que c'est un système organisé. Le procureur général de la Cour d'appel de Paris, de Rennes, Jean-François Tony, nous disait que le système français est exploité. La justice ne peut rien, la réponse est politique. Voilà. Monsieur Chenu, les présidents de département le savent. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 80 millions d'euros par an. Voilà. Ce sont les dépenses de solidarité, l'ASE, etc. Ce sont des dépenses énormes. Des dépenses énormes. Et donc, pendant que M. Chenu dépense 27 millions d'euros pour accueillir des faux mineurs étrangers isolés, il manque 1000 places pour enfants handicapés en Ille-et-Vilaine. C'est ça le drame aujourd'hui. Il y a des choix à faire. Il faut que M. Chenu et les présidents de département de gauche se rendent compte aussi qu'ils favorisent l'immigration à grands coups d'argent. Ils sont très, très généreux avec l'argent des autres, ça on le sait. Alors, il y a dans les départements, effectivement, la compétence sociale aujourd'hui. Ouais. On le voit, il y a une grande préoccupation de la part des Français pour arriver à boucler leur fin de mois. L'inflation est toujours bien présente, avec des difficultés, des familles qui tombent dans la précarité. Alors, c'est le cas à Rennes. On a vu des enfants et des familles qui dorment sous des tentes à Rennes. Ça émue beaucoup de personnes. On en parlait dans la revue de presse hier. Des associations sont venues en aide pour scolariser les enfants. C'est une situation anormale en France. C'est une situation indigne. C'est une situation indigne, mais si vous voulez, on voit par exemple, l'adjoint de Madame Appéré qui est venu la pleurer sur cette situation en disant que c'était inhumain, que c'était indigne. Voilà, toute la gauche s'émeut, mais enfin, pardon, mais qui est responsable de tout cela ? Là, on parle d'enfants migrants qui dorment sous des tentes, mais qui accueille et qui propose cette politique d'ouverture à l'immigration sans fin ? Mais c'est la gauche. Elle peut pas, d'un côté, déplorer ces campements indignes qui pullulent à Rennes et en Bretagne, et d'un côté, et de l'autre côté, continuer à favoriser l'immigration. C'est plus possible. Là, on a une ville de Rennes qui va jusqu'à Bruxelles pour se dire, voilà, moi je suis une ville, je veux accueillir, voilà. Enfin, il y a beaucoup d'immigration qui arrive à Rennes avec des associations subventionnées qui continuent de les aider. Voilà, on a 2000 SDF à Rennes. 2000 SDF. Il y a plus de 22 000 demandes de logements sociaux à Rennes Métropole. Il y a plus de 100 000 demandes de logements sociaux en Bretagne. Est-ce qu'on ne peut pas déjà faire en sorte de prendre en charge les plus démunis d'entre nous ? Est-ce que ça ne paraît pas normal ? Il y a un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce qu'il manque d'argent. Il y a un Français sur 6 qui saute des repas parce qu'il manque d'argent. Est-ce qu'on n'a pas déjà une misère humaine absolument scandaleuse ici, en Bretagne et en France ? Que l'on doit traiter en priorité. Voilà, ces pseudo-humanistes de gauche devraient aller aider ces gens chez eux s'ils le veulent. Mais là, on a une misère française des plus démunis d'entre nous qui n'est pas traitée et cela aussi favorise effectivement malheureusement le vote à Rassemblement National. Tous ces gens qui sont désespérés, évidemment, on les comprend. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le danger dans vos propos d'une misère à deux vitesses ? C'est-à-dire qu'on aiderait les Français et puis pas les personnes qui sont sur notre territoire. Est-ce qu'il faut ces personnes qui sont arrivées les accueillir, leur donner un travail, un logement, tout comme les Français, avoir une égalité finalement et réformer l'accueil des migrants plus largement au niveau européen ? Mais bien sûr, mais je vous l'ai dit, la misère, elle est déjà ici. Voilà, il manque 1000 places pour enfants handicapés en Ille-et-Vilaine. Il y a 2000 SDF à Rennes. Enfin, on a, je crois, déjà de quoi faire. Et on peut pas continuer à prendre ces airs de vierges effarouchées, à s'indigner parce qu'il y a des campements de migrants. Mais qui est responsable de tout ça ? On peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Donc je lance un appel à tous ces élus de gauche qui se disent humanistes. Ben non, si votre humanisme, finalement, la conséquence de votre humanisme, c'est que des migrants tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie, pour finalement aboutir dans des bidonvilles, parce que nos foyers d'hébergement d'urgence sont constamment saturés, et ben ça, c'est pas de l'humanisme, au contraire. Il y a eu encore cette noyade dans la Manche, près de Villemoreux. Oui, c'est un drame. C'est dramatique. Qui sont morts en mer. Il faut là aussi qu'il y ait une véritable politique européenne d'émigration. On en avait parlé lors des législatives. Il faut qu'il y ait une politique qui se mette en place, que les pays soient solidaires les uns des autres pour l'accueil des migrants ou pour une régulation finalement. Mais pour la régulation, oui, bien sûr. Je pense que Madame Meloni en Italie, elle, a considérablement baissé le nombre d'arrivées de migrants, enfin de clandestins. Là, sur un sujet tel que l'immigration,
plus que l'Union européenne, c'est avant tout aux nations vraiment de décider ce qu'elles veulent pour leur pays. Enfin, il faut que la France, que les citoyens français soient écoutés, et ce qu'on voit au gré des élections, le message envoyé, c'est toujours qu'ils ne veulent plus d'immigration, ils ne veulent plus d'insécurité. Voilà. Donc il faut écouter ce message, il faut absolument limiter l'immigration. On n'est pas contre, par exemple, le droit d'asile. Ça, c'est un droit qui doit être être respecté, bien évidemment. Seulement, voilà, on ne peut pas continuer avec les pompes aspirantes de l'immigration, cette politique de guichet social qui est si chère à la gauche. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. On doit d'abord s'occuper des Français les plus démunis. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de politique à long terme. Les observateurs de la vie politique s'accordent à dire qu'on a perdu cette vision du long terme, y compris dans ces sujets très difficiles que sont l'accueil et la répartition des personnes qui arrivent sur notre territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir une forme d'état généraux de l'accueil en France et en Europe, et imaginer peut-être des systèmes, parce qu'il y a beaucoup aussi de migrants qui viennent, qui s'intègrent, qui travaillent. On a une population vieillissante, on entend les démographes qui s'en inquiètent. Est-ce que ça peut aussi, quelque part, alors je vais peut-être prendre un mot un peu tabou, mais est-ce que ça peut être une chance finalement ? Mais écoutez, oui, à la marge, finalement, s'il y a vraiment des emplois qui ne sont pas... s'il y a des compétences à rechercher ailleurs sur certains emplois, pourquoi pas? Mais là, on est vraiment sur... je veux dire, la queue de comète de l'immigration. Là, vraiment, moi, je parle plutôt de l'immigration de masse depuis 40 ans. Ça, c'est ce dont les Français ne veulent plus, et ils l'ont exprimé à maintes reprises. Donc, sur le droit d'asile, nous avons déjà dit que plutôt que d'accueillir ici des demandeurs d'asile, 143 000, je crois, l'année dernière, dont la plupart ne repartent jamais, même s'ils sont déboutés, parce que ces campements indignes qu'on voit à Rennes, ce sont la plupart des déboutés du droit d'asile qui ne sont jamais expulsés, puisque les OQTF ne sont quasiment pas appliqués. Voilà. Le droit d'asile, il doit être fait auprès des consulats et des ambassades des pays d'origine. Il y a nos voisins anglais, ils ont fait un autre choix, c'est-à-dire qu'ils ont passé un pacte avec le pays du Rwanda, où ils ont dit que voilà, le Rwanda va accueillir les demandeurs d'asile qui voudraient demander l'asile au Royaume-Uni. Bon, ça, c'est leur sujet, c'est leur choix. Nous, notre choix, enfin, ce que nous proposons, c'est que les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine, dans les consulats, dans les ambassades, pour que on ne puisse pas continuer à avoir ce flux incessant, et avec ces gens qui, effectivement, pour certains d'entre eux, finissent dans des campements indignes à Rennes et ailleurs. Avec le danger, évidemment, que ces personnes qui tombent dans la précarité, qui sont dans la précarité, tombent dans les trafics, dans la drogue. Et c'est le cas à Rennes, il y a un problème au niveau du trafic de drogue. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il faut protéger aussi ces populations, ne pas les aider pour qu'elles ne tombent pas dans les trafics, ou qu'elles ne soient pas la mainmise des mafias, par exemple? Moi, je préférais d'abord qu'on protège les Français qui au jour le jour sont confrontés à ces trafics, tous ces Rennais, c'est pas que des Rennais d'ailleurs, qui sont confrontés à ces trafics dans les halls d'immeubles, qui doivent montrer patte blanche pour rentrer chez eux. Enfin, c'est insupportable. On a l'exemple d'une kinésithérapeute dans le quartier du Blône à Rennes qui a essayé de travailler pendant de longues années, et qui finalement a abandonné son cabinet en disant moi je ne peux plus parce qu'il y a des toxicomanes qui agressent mes patients. On en est là aujourd'hui. Là, on est aussi dans l'incohérence de la gauche, par exemple, et en fait, c'est une coproduction. Il y a la gauche qui encourage l'immigration, la Macronie qui, elle, n'expulse pas les délinquants et criminels étrangers. Enfin, voilà. Donc, les Français, eux, sont au milieu de tout ça. Ils votent RN justement pour que tout cela change. Et on voit à Rennes, enfin, je veux dire, là encore quelques semaines, pardon pour nos auditeurs, mais un Afghan qui a éventré un autre Afghan en plein centre-ville de Rennes, une femme violée sur un banc par un Tunisien qui venait tout juste de sortir de prison. Enfin, on ne peut plus continuer comme ça. Le lien immigration-insécurité, il est là, c'est l'éléphant au milieu du salon, mais la gauche continue à être complètement dans le déni par rapport à ça. Malheureusement, à Rennes, on le voit. Donc voilà, il faut surtout faire en sorte que les Français qui vivent cette insécurité au quotidien, qui ont peur de sortir de chez eux, etc., puissent être rassurés, et qu'il y ait des politiques en ce sens, effectivement. Alors, on revient au Premier ministre, on fait une petite boucle. Jordan Bardella a espéré pouvoir rejoindre Matignon. Oui. C'est toujours d'actualité?
Non, là pour l'instant non, puisque En tout cas au RN. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on a assisté à cette tambouille politicienne avec une alliance des macronistes et de la gauche qui a empêché finalement, alors que c'était la volonté, je le pense sincèrement, des Français. C'était une réelle alternance. La réelle alternance, c'est Marine Le Pen et c'est Jordan Bardella. Donc elle a été court-circuitée par des appareils politiques, de cette tambouille politicienne, cette tragicomédie maintenant qu'on voit aujourd'hui avec la nomination sans fin du Premier ministre. Donc nous, ce que nous disons, c'est que d'ici un an, il y aura très certainement une nouvelle dissolution. Oui, le président de la République est obligé d'attendre un an. Exactement. Et il faudrait que ces prochaines élections législatives soient la proportionnelle pour que les Français soient tous représentés. Et je pense qu'effectivement, peut-être que d'ici un an, Jordan Bardella pourra éventuellement, et je l'espère, accéder à Matignon. On dit que le président est hors sol aujourd'hui. En tout cas, là encore, les observateurs s'accordent à dire que le président n'a pas mesuré la fracture du pays, n'a pas mesuré l'attente du pays, n'a pas mesuré peut-être, évidemment, l'attente des Français. Hein, vous y faisiez référence. Quel que soit finalement le parti politique, les Français ont demandé un changement. Si vous aviez Emmanuel Macron, là, vous lui diriez quoi ? De redescendre sur Terre, de descendre de son piédestal, d'aller voir ce que vivent vraiment les Français et ce qu'ils veulent concrètement. Je pense qu'ils l'ont montré. D'ailleurs, il faut saluer le chiffre record de la participation législative. C'est un vent de démocratie qui est vraiment impressionnant et qu'il faut saluer. Il y a eu 550 000 Bretons qui ont voté Rassemblement National, c'était du jamais vu, près de 550 000 Bretons. Il faut aller au contact de ces gens qui demandent plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, plus d'insécurité. C'est vraiment les sujets qui me paraissent essentiels aujourd'hui. Et voilà, il faut qu'il descende de son piédestal, M. Macron, et qu'il se mette à écouter vraiment ce que veulent les Français. Alors, on parlait des forces de gauche, LFI en particulier, qui demandent la destitution, qui a lancé cette demande de destitution du président de la République, qui a peu de chance, il faut bien le dire, d'aboutir. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron aurait pu, de son plein gré, dire bon, ben voilà, la situation est telle, je pars? Mais vous savez, je crois que De Gaulle avait dit à Perfit une fois, si en cas de dissolution, si je perds, je devrais partir. Voilà, je devrais partir. Et il l'a fait. Il l'a fait, voilà. Mais tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Voilà. Je pense qu'effectivement, si Emmanuel Macron avait un peu d'esprit gaullien, en tout cas, oui, effectivement, c'est ce qu'il aurait fait. Il serait parti. Mais il s'accroche au pouvoir, malheureusement, et c'est une tragicomédie que nous vivons maintenant depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, malheureusement, voilà, la démission d'Emmanuel Macron, je n'y crois pas. La dissolution était un bon choix, effectivement, parce que quand on prend une telle raclée aux européennes, il faut évidemment revenir aux urnes, revenir au peuple, ça c'était indéniable. En revanche, elle était certainement trop précipitée. Peut-être que la dissolution et les élections auraient pu être à la rentrée, c'est-à-dire en ce moment, bien avant les JO, l'été, etc. Là, on a eu un marathon d'élections. Je pense que les Français aussi ont été assez fatigués par tout cela. Mais toujours est-il que oui, il faut revenir au peuple, ça c'était une évidence. Maintenant, voilà, nous espérons une proportionnelle pour enfin sortir de l'ornière, c'est ça. Alors il reste, bon an, mal an, 3 ans, président de la République pour appliquer sa politique, les réformes. Est-ce que, de votre point de vue, ça va être facile pour lui, aujourd'hui, de continuer à gouverner dans l'état où est la France, finalement? Mais je pense, non, bien sûr que non. On sent que les Français réclament du changement. Et puis, si on regarde un peu ce qui s'est passé durant ces dernières décennies, on a vu un clivage gauche-droite pendant des décennies, depuis la 5e République jusqu'à l'UMPS, puisque nous on l'appelait l'UMPS. Voilà, on a un clivage droite-gauche avec ce nouveau, le macronisme qui est arrivé en 2017, qui prétendait tout changer, etc., pour moderniser la vie politique, qui a finalement écrasé le PS puis LR. On n'a plus trop ce clivage droite-gauche, mais Macron prend à la fois à gauche, à la fois à droite. C'est la fameuse politique du en même temps. Maintenant, on est en fin de cycle, en fait. On est en fin de règne. En fait, ce clivage gauche-droite, il n'existe plus vraiment. Macron est en fin de cycle. Là, l'alternance, elle est pour maintenant, elle est pour bientôt. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. Je lance un appel d'espoir ce matin. Il ne faut pas désespérer. On arrive, et avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Julien Masson, porte-parole du Rassemblement National en Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin pour l'interview politique de la matinale de Bretagne 5. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.